Dans cette commune de Seine-et-Marne, l'inimaginable s'est produit. Bastien, un petit garçon de 3 ans, est mort dans des conditions épouvantables. Au début, les parents ont voulu faire croire à un accident. Bastien se serait noyé dans son bain. En fait, il a été tué par son père. C'est le voisin qui, le premier, va découvrir la vérité. Maude, la sœur de Bastien, a tout vu. Elle lui raconte. Les parents ont été arrêtés. L'autopsie du corps du garçonnet confirme bien qu'il a été placé dans le tambour d'une machine à laver. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux, j'imagine, à vous souvenir de ce fait divers glaçant. À l'époque, l'affaire avait été largement médiatisée, tout comme le procès de ses parents. Tous les deux ont été condamnés à 30 et 12 ans de prison par la cour d'assises de Melun. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à ce couple, mais aux avocats qui acceptent de défendre ceux que l'opinion publique considère volontiers comme des monstres et des assassins. Bonjour, maître Jean-Christophe Ramadier. Merci d'être avec nous. Vous connaissiez évidemment parfaitement l'affaire que l'on vient d'évoquer. Qui étiez-vous chargé de défendre lors de ce procès qui s'est tenu en 2015 ? J'ai été désigné pour défendre le père dans cette affaire épouvantable dès le départ, dès l'instruction de l'affaire. Quand on est désigné comme ça, est-ce qu'on accepte facilement sur un sujet aussi dramatique et difficile ? Je vais vous dire très sincèrement, on ne se pose même pas la question. On y va, on défend, parce que c'est un dossier dont j'ai pris connaissance au fur et à mesure de l'instruction. Et je ne me suis même pas posé la question de savoir, c'était de mon devoir d'avocat d'assister cette personne que tout accablée et qui se retrouve dans une histoire qui peut-être le dépasse. Alors, maître Pierre Alfort est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également pénaliste et connu pour avoir défendu le tueur en série Patrice Allègre. Est-ce que vous seriez capable de représenter un parent soupçonné d'avoir tué son enfant ? Bien évidemment, je rebondis sur ce que vient de vous dire mon confrère. Enfin, il en va de notre devoir et de notre mission. Enfin, je veux dire, sans avocat, il ne peut pas y avoir de justice. Pascal Garbarini, parmi vos clients les plus tristement célèbres, il y a Yvan Colonna, ce berger corse condamné pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998, mais aussi l'homme accusé d'avoir transmis volontairement le virus du sida. Est-ce que vous avez eu des états d'âme à l'idée de les défendre ? Pour Yvan Colonna, absolument pas, puisque je considère qu'il est innocent, je le pense encore aujourd'hui. Il a été accusé tout de suite, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors qu'on le recherchait, il y avait déjà les journaux, notamment un quotidien qui avait dit « tueur de préfet, wanted ». Wanted, tueur de préfet. Donc c'était déjà, il était déjà jugé, condamné, alors qu'il n'était même pas arrêté. Je ne sais pas si vous voyez ensuite la difficulté que vous avez pour vous faire entendre. Surtout qu'en plus, on considérait que c'était l'État qui avait été touché également par le geste criminel qui était l'assassinat du préfet. Et bien évidemment, c'est très difficile d'être audible. Je dis même pas de le défendre, j'ai dit au départ d'être audible. Et vous avez défendu Patrice Allègre, ça a représenté quand même 1 heure quotidienne de contact avec cet homme-là. J'imagine que ça laisse des traces, tout ça pendant 7 ans, on n'en sort pas indemne. Bien évidemment, ça laisse des traces qui perdurent encore. Moi, ça fait 8 ans que je n'ai plus de nouvelles de Patrice Allègre, mais visiter cet homme 1 heure par semaine pendant 7 ans, parce que ça a été la durée de ma défense, ça laisse bien évidemment des traces. Mais vous savez, moi, je le dis à qui veut l'entendre, ce qui m'a poussé à défendre cet homme, c'est le décalage terrible entre l'atrocité des faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire, en un mot commençant, 5 meurtres de jeunes femmes, et l'humanité qu'il pouvait dégager. Et c'est ce qui m'a donné la force d'assister, de défendre, de soutenir cet homme pendant plus de 7 ans. L'humanité au point d'avoir quand même des affinités avec lui, de lier une relation particulière. Alors, oui, des affinités, bon, c'est vrai que... Et vous avez parlé d'un certain mimétisme, ça pouvait aller jusqu'au mimétisme, alors je ne dis pas jusqu'à commettre ce genre de... J'ai évolué, j'ai gagné en maturité, heureusement d'ailleurs.
J'avais 30 ans à l'époque, il avait quasiment le même âge que moi, nous partagions les mêmes passions. Donc la tentation aurait pu être de fusionner, si je puis dire, avec Patrice Allègre. Mais bon, bien évidemment, mon métier m'a protégé, ma robe d'avocat m'a protégé. J'ai su, grâce à cette robe, grâce à mon métier, grâce à ma famille aussi, maintenir des distances qui me semblaient s'imposer. Parce qu'à partir du moment où on dépasse certaines limites, on n'est plus avocat, mais on devient... complice ou ami de son client. Et je crois que c'est un danger et c'est une faute à ne pas commettre, surtout avec certains individus. Donc moi, Patrice Allègre, je me suis rapproché de son humanité pour mieux le connaître et pour mieux le défendre, mais j'ai toujours résisté à la tentation d'en faire un ami. Je n'oubliais jamais, lorsque je le visitais en prison, quelles que soient les qualités humaines qui pouvaient être les siennes, parce qu'on a tous un fond d'humanité, je n'oubliais jamais les crimes qu'il avait pu commettre. Alors bien sûr, nous ne pouvions pas faire cette émission sans inviter notre avocat, à nous, Maître Gégère. Alors, est-ce que vous avez déjà été confronté à un infanticide dans votre carrière? J'imagine que oui. Oui. Une fois dans ma carrière, j'ai été amené à défendre un homme qui avait tué ses 3 enfants. Et j'allais dire que c'est vraiment... Moi, j'avais plutôt un background d'avocat de victime. Donc, j'étais pétri de mes certitudes, j'étais toujours quasiment du bon côté. Et quelque part, c'est plus facile parce qu'on va dans le sens de la foule qui hurle aussi à un moment donné. Même si mon travail à moi consiste à faire en sorte de les faire taire, mais c'était le but. Et puis un jour, j'ai une dame qui m'appelle pour me demander d'assurer la défense de son fils en m'expliquant ce qu'il avait fait. Je lui ai dit que je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là, mais que compte tenu du fait qu'en plus il m'avait écrit, je suis allé le voir à la maison d'arrêt où il était incarcéré pour en fait lui signifier que je ne le défendrais pas. Et j'ai été cueilli à froid par l'humanité de cet homme, et par sa capacité aussi à... En fait, ce qui m'a totalement désarçonné, c'est qu'il m'a parlé de ses enfants comme je parlerais des miens. Et puis en plus, les faits étaient commis dans un contexte psychologique très particulier qu'on appelle un raptus mélancolique, c'est-à-dire la capacité d'un homme à un moment donné à perdre totalement pied dans la réalité et à commettre des actes pour lesquels il n'a plus aucun souvenir. C'est-à-dire que 2 jours après qu'il ait été incarcéré, quand sa mère est venue le voir à la maison d'arrêt, la première chose qu'il lui a dit, c'est « il faut s'occuper des enfants ». Alors qu'il les avait tués. Donc, j'ai été vraiment cueilli à froid. Du coup, je ne lui ai pas signifié que je ne le défendrais pas. Et puis, petit à petit, je me suis mis à l'idée qu'il avait le droit, évidemment, d'être défendu. Et moi, ma limite, elle est simple. Je pense que tout le monde a le droit à une défense de qualité. À partir du moment où les faits ou la personnalité de celui que j'ai à défendre me remue au point de me désarçonner dans mes capacités professionnelles, à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'il fasse le choix d'un autre avocat parce qu'il a le droit d'être bien défendu. Et chez cet homme-là, j'ai vraiment trouvé de quoi parler pour lui. Encore une fois, il ne s'agissait pas de nier ses faits, ils étaient parfaitement reconnus, même s'ils étaient oubliés par lui. Et je me rappelle que ça a été un moment particulièrement difficile parce que moi, j'y étais pas habitué. Depuis, les choses ont changé. Mais vous savez, c'est une semaine de procès en dehors de l'instruction, c'est une semaine de procès où les gens ne font plus aucune différence entre vous et celui qui est dans le box. C'est-à-dire que les insultes, ils sont pour lui comme ils sont pour vous. Les crachats, ils sont pour lui comme ils sont pour vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'occasion de la défense de cet homme-là. Et vous savez, les avocats, ils sont intolérants à l'injustice. Et finalement, ça m'a renforcé dans ma volonté de le défendre parce que je trouvais ça profondément injuste, cet amalgame et cette incapacité qu'avaient les gens à ce moment-là de dépasser peut-être les faits à essayer de comprendre les raisons de ce geste. Alors ces affaires très lourdes ont forcément un impact sur les vies personnelles de nos invités. C'est ce que nous allons voir avec notre psychologue Frédéric Farigou qui est à vos côtés cet après-midi. Bonjour Frédéric. À travers les parcours de ces 3 avocats, nous allons évoquer des faits divers violents, des moments douloureux, particulièrement pour les familles des victimes. Donc nous avons une pensée pour elles cet après-midi. Alors Jean-Christophe, vous avez représenté le père de Bastien pendant près de 4 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où vous l'avez vu ? J'ai ressenti quelqu'un de perdu, en détention, à l'isolement, en raison de la nature des faits pour lesquels il était mis en examen.
Et je me suis tout de suite, parce qu'on a beaucoup parlé d'humanité, je me suis dit il faut que je trouve, au-delà des faits, au-delà de la lecture que j'ai pu avoir du dossier, il faut que je découvre qui est cette personne. Est-ce qu'il vous est apparu humain ou plutôt comme un monstre? Ah non, bien sûr, terriblement humain. C'est pour ça que la justice, la nécessité de l'avocat dans ce genre de dossier, c'est pour remettre cette humanité dans ces affaires-là. Il n'y a pas de monstre. Les personnes que les jurés auront à juger un jour à la fin d'une instruction, ces personnes-là, elles ne viennent pas de n'importe où. Elles ont été des parents, elles ont été des frères, elles ont été des enfants. Ils ont eu une enfance, ils ont eu un parcours. Voilà, notre rôle, il n'est pas d'expliquer l'inexplicable ou d'essayer de faire excuser l'inexcusable. Il est de les déresponsabiliser. Il est de présenter des personnes telles qu'elles sont. Parce que, oui, comme le disaient mes confrères, il y a un moment donné où les digues de la raison ont pu être complètement submergées et on en arrive à ce passage à l'acte, un passage à l'acte abominable. Mais il faut essayer de comprendre d'où l'on part. Et c'est pour ça que ce métier est aussi passionnant, parce qu'on a affaire à de l'humain. Qu'est-ce que vous avez compris sur cet homme ? Ce que j'ai compris sur cet homme, c'est ce que je comprends depuis que j'exerce ce métier. Ça fait 13 ans. C'est pas énorme. Vous faisiez quoi avant ? J'ai eu une autre vie. J'ai été juriste. J'ai travaillé dans le droit international, dans le droit maritime. J'ai été dans le commerce international. J'ai fait beaucoup d'autres choses et je suis devenu avocat à un âge relativement avancé par rapport à d'autres confrères, de l'âge avancé de 37 ans. Parce que vous aviez envie de vous focaliser sur l'humain ? Parce qu'à un moment donné, oui, on se remet, alors on est aidé aussi, on rencontre la bonne personne qui vous dit tu devrais repasser, parce que j'avais raté le concours d'avocat. La bonne personne, c'est-à-dire dans votre vie sentimentale ? Que j'ai épousée. C'est ça. Voilà. Et donc voilà, on se retrouve. On se retrouve. Elle fait quoi dans la vie, elle ? Elle est psychologue. Ah tiens, c'est marrant. Tombé pile poil. Voilà. Hein, d'accord. Oui, vous auriez pu être psy peut-être. Il y a des liens, non, entre ces deux professions ? Il y a des passerelles, oui, il y a des passerelles. On essaye de faire, alors avec les armes que l'on a. Le code de procédure pénale n'incite pas beaucoup non plus à la psychologie, mais on essaye. Je crois que c'est essentiel de comprendre les personnes qu'on a. Ben, je pense que la psychologie, en tous les cas l'humain, on l'entend avec ces 4 avocats, c'est au cœur de ce métier d'avocat pénaliste. C'est un métier passion, on l'entend, c'est un métier de mission pour certains. Et c'est vrai que sans ce goût, et d'ailleurs on l'entend souvent avec Marc sur nos plateaux, il a toujours une dimension très psychologique, très un éclairage. C'est inévitable, je veux dire, à partir du moment où on veut pouvoir accéder à l'humanité, comme ils l'ont tous dit, il faut passer par sa propre humanité, il faut passer par son vécu, il faut passer par ses blessures, par ses souffrances, pour comprendre, pour accéder à l'autre. Vous ne voulez pas passer le concours d'avocat, vous ? Ah, mais j'aurais adoré. Vous auriez adoré ? J'aurais adoré. Est-ce que le père de Bastien était conscient de l'acte qu'il a commis ? L'expert psychiatre a estimé qu'il y avait une conscience, qu'elle pouvait être pénalement responsable, comme on dit. Donc voilà. Après, maintenant, ce qui conduit, la psychologie qui conduit à de tels actes, ça, c'est intéressant à connaître et c'est essentiel à connaître pour savoir pourquoi on en est arrivé là et ce qui a pu se passer. Que le client soit coupable ou innocent, Marc, ça change quelque chose pour l'avocat chargé de le défendre ? Je souris parce que ça fait partie des questions récurrentes qui nous sont posées très souvent. Pardon d'être aussi Non, mais pas prévisible. du tout, mais c'est normal, elle est essentielle, comme le fait de comment pouvez-vous défendre quelqu'un qui a commis de tels actes ? Et après, s'il est coupable ou innocent, est-ce que c'est pareil ?
En fait, je vais être choquant dans ma réponse comme j'en ai l'habitude. C'est pas le problème de l'avocat. C'est pas la question qui est posée à l'avocat, la culpabilité ou l'innocence. C'est une question qui est posée à une juridiction qui doit trancher. À mon sens, la question qui est posée à l'avocat, c'est celle qui est dans notre code pénal et dans notre code de procédure pénale, c'est existe-t-il des éléments suffisants pour être certain de la culpabilité de la personne? C'est notre travail à nous, ça. Notre travail à nous, c'est de dire il peut y avoir des apparences, il peut y avoir des choses, mais vous n'avez pas d'éléments suffisants pour entraîner la culpabilité, puisqu'on a un principe en droit français essentiel, même si parfois il est oublié, qui consiste à dire que s'il existe un doute sur la culpabilité, ce doute doit profiter à celui qui est accusé. Souvent oublié. Souvent oublié. Souvent oublié, oui. Mais en fait, après, ce qui est intéressant, c'est évidemment, il y a des gens qui vous disent qu'ils sont innocents. Des gens vous disent « je suis innocent, j'ai pas commis ce cambriolage, on a trouvé son ADN sur la porte, on a tout ce qui a été volé chez lui, il a déjà vendu sur le bon coin le tiers des autres objets. » Et il vous dit « c'est pas moi ». Alors à un moment donné, on va le voir, on lui dit « écoutez, le c'est pas moi, moi je vais pas le bégayer pour vous, parce que je trouve ça ridicule. J'ai un autre système de défense à vous proposer. » Et dans ces cas-là, si ça ne colle pas, il faut se retirer. Alors, Pierre, c'est donc le tueur en série Patrice Allègre que vous avez défendu pendant 7 ans. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre ? Oui, bien évidemment, je me souviens de ma première rencontre avec Patrice Allègre. J'étais jeune avocat, j'avais tout juste 30 ans, et ce qui m'a marqué, c'est son côté humain, justement. C'est le décalage entre l'atrocité des faits qu'on lui reprochait, enfin, plusieurs meurtres, et ce qu'il pouvait dégager. Mais qu'est-ce qu'on se dit? On se dit peut-être, attention, c'est peut-être un grand manipulateur, on doit être méfiant. Alors, attendez. Nous sommes pas aux États-Unis, etc. C'est d'ailleurs le docteur Zaguri, un psychiatre, un excellent psychiatre, qui l'avait dit aux assises. Le mythe du tueur en série manipulateur, c'est à 99% dans les films. Ah bon, Hannibal Lecter. Voilà, pour ne pas le citer. Ceci étant dit, Patrice Allègre a joué franc jeu avec moi, a joué franc jeu avec la justice, puisqu'il avait reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Et puis, j'ai bien évidemment pas eu peur d'être manipulé par Patrice Allègre. Enfin, je suis pas exceptionnel, mais je ne vois pas un Patrice Allègre réussissant à me manipuler. Enfin, c'était pas son objectif, et je pense pas qu'il en soit capable. Je crois qu'il faut pas surestimer les criminels, voire les tueurs en série. Sauf peut-être quelques exceptions, mais enfin, il ne me semble pas que... Enfin, je suis même convaincu qu'Allègre ne faisait pas partie de cette... Mais son humanité vous a... Mais si vous voulez, enfin, on en revient toujours au point de départ. Bien évidemment qu'on ne n'est pas criminel. Bien évidemment qu'on n'est pas parachuté dans un box de cour d'assises à l'âge de 30 ou 35 ans. Bien évidemment que c'est le produit de votre éducation, c'est le produit de votre enfance. Enfin, je veux dire, le criminel né, ça n'existe pas. Si on devient criminel, si on se retrouve devant un box de cour d'assises, a fortiori pour avoir commis 5 meurtres, c'est que, et heureusement d'ailleurs, qu'il y a des explications. Enfin, rassurez-moi, ça ne va pas nous arriver à nous du jour au lendemain. Il y a des explications, et l'explication, bien évidemment, elle est au niveau de l'enfance, tout simplement, au niveau de la construction mentale. Enfin, plus exactement, de la destruction mentale, parce que c'est ça, à ce stade. Hein, je veux dire, il y a des individus que j'ai défendus, vous prenez leur enfance, c'est des enfances complètement fracassées. Ça n'excuse rien, hein, mais ça permet d'expliquer. Alors avant d'aller plus loin dans votre témoignage, on va s'arrêter un instant sur cette affaire, on va regarder ces quelques images d'archives. Et puis on se retrouve après. C'est à la fois surprenant et banal. Patrice Allègre n'a pas le physique d'un monstre, de celui qui a violé, étranglé, torturé, brûlé ses victimes. Le jeune homme est considéré comme un séducteur qui a basculé dans l'horreur. 4 ans de prison dans une cellule d'isolement l'ont un peu amaigri. Aujourd'hui dans le box, il doit affronter le regard des familles de victimes, parfois effondrées. Pour défendre Patrice Allègre, 2 avocats de 35 et 36 ans commis d'office, ils tentent de trouver une explication à ses actes dans son éducation. Patrice Allègre n'a aucun cadre, ni Dieu ni maître, il n'a pas de limite. C'est ce qui explique qu'à l'adolescence, il a commencé à commettre des délits et puis qu'il ait pu commettre de tels faits. Ce n'est pas la seule explication, il y en a d'autres. Il y a également une explication psychiatrique. Mais encore une fois, nous espérons que ce procès va nous permettre d'avancer dans la vérité. Mais comment Patrice Allègre, le marginal, se métamorphose-t-il en meurtrier ?
10 jours de procès permettront-ils de résoudre le mystère Allègre? Le mystère d'un homme qui, au gré de ses pulsions, se transforme en tueur en série. Alors vous, Pierre, vous étiez tout jeune avocat depuis 2 ans seulement, lorsque vous avez été désigné pour défendre Patrice Allègre. Comment vous avez réagi quand on vous a désigné? J'ai réagi en me disant que pour un jeune avocat qui souhaitait faire du pénal, il y avait pire comme affaire. C'est-à-dire, on se dit quoi? Ça va être l'une des affaires de ma vie? On raisonne comme ça? Non, mais ça restera l'affaire Allègre, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, 15 ans après, je suis invité chez vous parce que j'ai défendu Patrice Allègre. Cette affaire, je le sais, me suivra toute ma vie, ne serait-ce que psychologiquement. Vous y pensez encore souvent? Mais j'y pense, et si je n'y pense pas, on me le rappelle. Enfin, il se passe pas. Toulouse est un village. Il se passe pas une semaine sans qu'on ne me dise. Mais vous n'étiez pas l'avocat de Patrice Allègre, donc bien évidemment que ça reste. Mais enfin, moi, sur le moment, j'ai pas raisonné bien évidemment comme ça. Moi, je me suis dit que professionnellement et surtout intellectuellement, hein, c'était pouvoir appréhender un dossier extrêmement intéressant. Enfin, encore une fois, on en revient toujours au point de départ. J'allais pouvoir essayer de comprendre comment un être humain, parce que j'ai toujours pensé que c'était un être humain, bien évidemment, pouvait commettre de tels faits. Alors, je vous le dis sincèrement, j'ai pas compris. Hein. D'ailleurs, j'ai pas compris, j'ai pas réussi à comprendre comment Patrice Allègre avait pu comment devenir, cet homme-là, l'homme que vous avez découvert en le voyant 1 heure par jour pendant 7 ans, avait pu devenir tueur en série. Et j'ai été rassuré, je le cite à nouveau par le docteur Zaguri, qui a dit devant la cour d'assises et qui me l'a confirmé en aparté, à un moment, il faut essayer de comprendre, et puis à un moment aussi, il faut accepter d'arrêter d'essayer de comprendre. Ouais. Dans la mesure où les psychiatres qui ont défilé devant la cour d'assises, psychiatres toulousains, psychiatres parisiens, etc., n'étaient pas capables d'apporter une explication bien précise, simplement quelques éléments d'explication, j'ai bien compris qu'il fallait accepter d'arrêter. Vous avez noué quel type de relation avec lui ? Ben, si vous voulez, j'ai des relations humaines. C'est vrai que vous parliez de passion partagée, donc d'une certaine complicité intellectuelle. Non, mais si vous voulez, moi je l'ai vu quasiment 1 heure pendant 7 ans. Je ne pouvais pas passer autant de temps à parler des faits qui lui étaient reprochés, sachant qu'en plus les faits étaient reconnus et que j'ai la faiblesse de considérer que dans le cas de cette affaire, les faits terrifiants auraient peu d'impact sur la peine. Donc j'ai bien évidemment été obligé, pour rencontrer son humanité, de parler de sujets, et notamment de sujets que nous avions en commun, le sport. Enfin bon, voilà, nous n'avons pas que des points communs, nous n'avions pas que des points communs avec Patrice Allègre, mais heureusement nous en avions quelques-uns pour pouvoir meubler les conversations. Alors, vous parliez de rugby ? On parlait de rugby, on parlait de football, on parlait de sport. Je lui demandais comment se passait sa détention, je lui demandais comment il avait pu, comment sa vie s'était déroulée pour qu'il en arrive là. Je lui parlais aussi, et c'était, me semble-t-il, important, parce que c'était un lien très important avec l'humanité, je lui parlais de sa fille, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une fille. Donc, vous aussi, vous aviez une fille à l'époque, vous aviez peut-être des filles du même âge, ça vous rapprochait aussi, cette situation de père ? Ça nous rapprochait un petit peu, mais moi j'ai toujours tenu, malgré tout, à ce que mes filles soient un petit peu à l'écart de cette affaire. Inutile de vous dire que je leur en parlais très peu parce qu'elles étaient jeunes à l'époque et qu'elles auraient eu du mal à comprendre et à entendre le fait que je puisse défendre un tueur de femmes. Avec le temps, elles ont compris, elles ont assimilé, elles ont accepté, bien évidemment, parce qu'elles sont un minimum intelligentes, elles ont accepté. Elles ont compris que leur papa ou leur père puisse défendre un criminel et un criminel en série. Je rencontre souvent Robert Badinter. Et un jour, on discutait et je lui dis on dit que vous étiez très distant avec vos clients. Et il y a certains confrères qui vous le reprochent. Et là, il m'a sorti cette phrase il m'a dit, mais j'interviens pour sa défense, pas pour être son ami. Tout est dit. Je crois que c'est très important. Tout est dit. Absolument. On ne peut pas, si on épouse la personnalité du client, si
on a une similitude. Si on a une proximité avec le client, on perd le crédit. Si l'avocat perd son crédit, à ce moment-là, notre rôle est terminé, parce qu'on n'a plus l'écoute nécessaire. Oui, mais c'est difficile, parce qu'on reste des êtres... Vous restez des êtres humains. C'est ça. Mais en fait, Quand on est psy, on reste un être humain Exactement. aussi. Et parfois, c'est difficile Je pense que les digues ne rompent pas, comme vous dites. On peut pas. Bien évidemment, lorsqu'on rencontre quelqu'un, que ce soit un client homme ou un client femme, il y a certaines personnes où vous l'aimez bien. Vous ne dites pas une cliente. Une cliente, bon. Oui, mais justement, c'est garder la distance. Pour garder la distance. Eh oui, pour garder la distance. Et bien évidemment, il y a des gens que vous trouvez plus sympathiques que d'autres. Ouais. Ça vous fait plaisir d'aller les voir. Et puis, on oublie aussi quelque chose, c'est que du côté du client ou de la cliente, l'arsenal, la séduction fait partie de l'arsenal à utiliser par rapport à l'avocat. En se disant, je vais être mieux défendu, ou il va venir me voir plus souvent. Donc ça fait partie aussi du jeu. Donc quand on parle de manipulation, la manipulation, elle existe. Bien sûr. Et c'est très important, malgré cela, et même si on a une certaine empathie pour la personne, de ne pas oublier, et ce qui est très juste, ce que disait mon confrère, c'est de garder, on a une robe. Moi, je ne pourrais pas plaider sans robe. Ben non. Comme aux États-Unis, etc. C'est impossible. C'est votre armure. C'est mon armure, Oui, exactement. J'emploie d'ailleurs souvent ce mot. C'est mon armure. Ça me met tout de suite dans le rôle. Ouais. Je mets la robe, ça y est. C'est plus Pascal Garbarini, c'est Maître Garbarini. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tout m'est possible. Contrairement, si vous permettez, contrairement à ce que on peut peut-être imaginer, l'avocat n'est pas fasciné par le crime ou par la délinquance. Il n'y a pas de fascination là-dedans. Il y a malheureusement, ça va peut-être démolir le mythe, mais il y a une technicité, il y a une écoute, mais aussi une technicité juridique, parce que ça reste du droit, qui fait qu'on se sent à même de défendre une personne. Il faut avoir cette technicité, un peu de solidité, je pense. Il faut quand même être assez... On vampirise, on vampirise beaucoup le client. Parce qu'en fait, on a besoin de se nourrir de lui, tout en restant à l'extérieur de lui. Si on est trop proche, c'est comme dans la vie. Si je suis très proche de quelqu'un, c'est difficile de lui dire ces 4 vérités. Parce que je suis très proche de lui, je l'aime bien, j'ai pas envie de me disputer. Donc là, c'est pareil. Il faut que j'arrive à le vampiriser, c'est-à-dire à lui prendre ce que je dois prendre chez lui pour pouvoir le défendre et expliquer son geste ou non. Et en même temps, rester avocat. Et en même temps, avoir la distance pour dire, mais en fait, tu es un con. Vous me disiez tout à l'heure, Pierre, qu'il y a des moments où il a fallu que vous raisonniez, où vous vous êtes senti basculer et peut-être devenir un ami de Patrice Allègre. Vous avez parlé d'une anecdote de veille de Noël. Qu'est-ce qui s'était passé ? Non, là aussi, je vais me répéter et j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit. Nous ne sommes plus avocats si nous basculons dans l'amitié. J'ai bien compris, mais il y a des moments où vous êtes senti alors ensuite, borderline. Deuxième point, il ne faut pas oublier que j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, que j'avais très peu d'expérience et que j'ai peut-être commis des petites fautes sans jamais franchir la ligne jaune que je ne commettrai plus aujourd'hui. C'est vrai que l'anecdote du soir de Noël, la veille de Noël plus exactement, puisque le soir de Noël je ne l'ai pas passé avec Patrice Allègre, la veille... Pas passé par la cheminée. la veille de Noël, je lui dis, bon, ça doit être terrible pour vous de passer votre premier Noël en prison. Et là, il m'a regardé et il m'a renvoyé à mes propres faiblesses. Il m'a regardé et il me dit, mais est-ce que tu peux imaginer, ou vous pouvez imaginer, l'état dans lequel se trouvent les familles des victimes. Et si vous voulez, cette phrase a eu beaucoup d'impact sur moi parce qu'elle m'a démontré à l'évidence que quels que soient les crimes qu'il avait pu commettre, les failles qui étaient les siennes, j'avais affaire à un homme. Et cette maladresse de ma part, par rapport aux familles des victimes, bien évidemment, m'a tout simplement permis de comprendre que l'homme que j'allais devoir suivre et défendre pendant de nombreuses années n'était pas un monstre. On en revient au point de départ. Est-ce que vous pensez que cette affaire, votre première grande affaire, vous a permis d'exercer votre métier différemment par la suite ?
Ah oui, ça c'est incontestable. Mais ça m'a permis d'exercer mon métier différemment parce qu'inutile de vous dire qu'une affaire comme ça vous fait vieillir relativement vite, vous fait gagner en maturité, vous fait comprendre beaucoup de choses sur la nature humaine. Et alors, quand on a commencé par une affaire comme celle-là, est-ce que tout ne paraît pas fade après? Alors oui, c'est sûr. Enfin, d'ailleurs, j'ai une anecdote à la fin du procès. Un journaliste toulousain qui est quasiment un ami m'avait dit Pierre, ça va te faire drôle la semaine prochaine d'aller défendre les trafiquants de shit. Oui, certes. C'est vrai qu'il y a un atterrissage. Ben heureusement d'ailleurs qu'il y a un atterrissage, parce qu'on ne peut pas rester sur Mars constamment, et je crois qu'il faut savoir atterrir. C'est toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais malgré tout, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour défendre Allègre, puis un temps pour exercer son métier beaucoup plus normalement. Enfin, je le dis souvent, j'allais pas devenir l'avocat d'Allègre à perpétuité. Enfin, vous voyez, moi, à un moment, il faut savoir passer à autre chose. On en a besoin. On en a besoin de passer à autre chose à un moment donné. Quand c'est devenu trop lourd, ça fait du bien le lendemain de contester le contrôle technique du radar numéro 12 bis qui a effectivement flashé votre client alors qu'il était de dos et que l'on ne reconnaît pas. Ça fait du bien parce que l'humanité, le vampirisme dont on est les auteurs, c'est épuisant aussi à un moment donné. Après, attention, enfin, moi je reste convaincu que ce métier, notamment le fait de plaider devant les cours d'assises, c'est une véritable drogue. Enfin, c'est une addiction. On devient addict. Hein. Donc bon, quand on défend quelqu'un comme Patrice Allègre, l'atterrissage est difficile parce que on a pendant 15 jours été surexcité avec, enfin bon, voilà, une pression médiatique, dans un état second. Et donc, après, on a une sorte de manque. Mais ce manque, je le ressens toujours après une affaire d'assises, quasiment quelle qu'elle soit. Enfin, une affaire d'assises, sachant que c'est toujours des crimes, donc c'est toujours très grave. Hein. On ressent ce manque presque toujours. Donc moi, j'ai atterri, mais j'ai réussi malgré tout à ne pas défendre que Patrice Allègre et avoir d'autres dossiers qui m'ont permis intellectuellement de m'exprimer. Pascal, vous nous parliez de l'affaire Colonna tout à l'heure. Vous travailliez dessus tous les jours à l'époque? Ah oui, c'est du quotidien parce que... Bon, d'abord, c'était une affaire d'État. En plus, il se passait toujours quelque chose. Il se passait toujours quelque chose. Ou médiatiquement, où il y avait une déclaration qui était faite par les parties civiles ou à l'instruction. Donc ça a vraiment été un dossier qui était très dur. Et puis encore une fois, je le dis parce que ça a été un combat qu'il a fallu mener pour que cette personne retrouve une dignité. Moi, lorsque j'ai plaidé, lorsque l'affaire est venue pour la première fois aux assises, c'est ce que j'ai dit. J'ai commencé ma plaidoirie en remerciant le président de nous avoir enfin écoutés. Pour vous dire le mur auquel nous étions confrontés. À partir du moment où celui-ci avait été désigné comme étant le tueur du préfet, c'était terminé. Et tout ce que nous disions, conférences de presse, articles, de mise en liberté en demandant la publicité des débats, c'est-à-dire que l'audience soit publique pour montrer les failles qu'il y avait dans cette procédure, eh bien, je ne vais pas dire qu'on nous riait au nez, mais presque. Presque. Donc, quand vous vivez cela, je reviens un peu à ce que je dis, c'est des procès qui sont tellement durs, c'est que c'est plus du cuir que vous avez, c'est une carapace. Voilà. Vous comparez souvent une cour d'assises à un ring. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Moi, vous écoutez Aznavour? Oui, enfin, Aznavour et Brel, c'est-à-dire que j'ai besoin de me... si vous voulez, quand on va aux assises, le dossier, on le connaît déjà. Quand on arrive aux assises, tous les avocats, ils arrivent, ils connaissent leur dossier. Bon. Ensuite, on a plusieurs techniques. Il y en a qui le connaissent par cœur, il y en a d'autres qui préfèrent garder une certaine distance, même aussi par rapport au dossier, pour avoir une réactivité et un peu plus d'improvisation. Vous n'écrivez pas votre moi, j'écris rien du tout. Vous improvisez? Oui, j'écris rien du tout. C'est fou quand même. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la parole, il y a une phrase qui est à la fois terrible et magnifique. C'est l'avocat général vient de prendre ses réquisitions, il vient de demander une peine contre votre client. Et là, le président dit, maître, vous avez la parole. Et là, pendant 5 minutes, 1 heure, 2 heures, personne ne va pouvoir vous interrompre. C'est jamais limité dans le temps? Non. Jamais. Et c'est un plongeon dans le vide. C'est un plongeon dans le vide. Si vous n'écrivez rien, tous les trois, vous n'écrivez rien?
Moi, non, j'ai quelques notes, j'ai quelques côtes avec des pièces importantes. Mais si vous écrivez votre plaidoirie, il n'y a plus rien de vivant. C'est ça. Ça devient un discours, ça devient éventuellement un cours de droit, mais pour faire passer un message, faire passer de l'humanité, bien évidemment, on ne peut pas écrire. Vous parlez de plongeon, il y a une part de jeu aussi. C'est théâtral. C'est un jeu, moi je dis toujours c'est un jeu d'acteur. C'est un jeu d'acteur parce que... Vous avez fait du théâtre tous ? Non, mais on a participé au concours d'éloquence et lorsqu'on a fait l'école du barreau, il y a des cours qui étaient donnés d'art dramatique. Ah oui ? Ouais, sur la diction, la rhétorique. Ah, je ne savais pas ça. Alors Pascal, je le disais en début d'émission, vous avez également défendu un autre homme, moins connu du grand public, Hichem Garsala. Alors on va tout de suite regarder un résumé de cette affaire qui avait défrayé la chronique à la fin des années 2000. Un procès très sensible s'est ouvert ce matin à la cour d'assises de Paris, celui d'un homme accusé d'avoir sciemment transmis le sida à sa compagne. Cet individu aurait également caché sa maladie à 2 autres de ses petites amies. Ces jeunes femmes ont délibérément été exposées par leur compagnon Hichem Garsala. Agnès a été contaminée en 2004. Il lui a caché sa séropositivité, imposé des rapports sans préservatif. En 2002, il a consulté dans un hôpital, l'hôpital Mondor à Paris. On l'a bien informé de sa séropositivité, on l'a bien informé des risques. Pour moi, c'est un serial contaminateur. En pleine instruction, alors qu'il nie, il impose des rapports non protégés à cette jeune femme en lui cachant son état. Depuis, il a avoué, son avocat pense l'avoir fait sortir du déni de sa maladie. Donc c'est vous ? Oui, c'est moi. Mais là, le problème, justement, l'approche, elle est tout à fait différente. Lorsque j'ai été désigné par M. Garsala, je suis arrivé et j'ai écouté son histoire, mais sans l'écouter. Et donc, si je prenais au mot pour mot ce qu'il m'avait dit, c'était rien passé. Pourquoi sans l'écouter ? Parce que je veux voir la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, c'est la vérité du dossier. Alors des fois, il colle, mais rarement avec la vraie vérité. Et j'avais la vérité d'un dossier. Donc j'ai dit, je vais aller voir le dossier. Et lorsque je voyais le dossier, il était pas accablant. Le dossier expliquait très clairement que celui-ci avait été contaminé lui-même par le virus du sida et qu'il l'avait transmis à 3 personnes volontairement. 2 ont eu la chance de ne pas être contaminés et une victime, hélas, a été contaminée. Donc le dossier est accablant. Donc le dossier est accablant. Lorsque je suis allé le voir, j'ai eu face à moi quelqu'un qui était dans le déni et qui me disait « mais non, il ne s'est rien passé ». Donc à un moment donné, Dans le déni d'être porteur du virus. Non, je n'ai rien, je ne suis pas malade. Donc là, vous essayez de lui expliquer que ce n'est pas possible. Et il continue. Donc là, vous vous dites... il se passe un problème. Et je suis avocat, je ne peux pas le résoudre. Donc ce que j'ai fait immédiatement, je suis allé voir le juge d'instruction en disant, où j'ai eu une véritable écoute, là aussi je le dis, le magistrat instructeur n'est pas toujours contre l'avocat. C'est d'ailleurs rare. Je veux dire, on se parle, il y a une communication. Je vais le voir en disant, écoutez, on peut peut-être s'en sortir, je pense qu'il a besoin de soins psychologiques. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il aille voir un psychologue et qu'il fasse son cheminement. Parce que je sens que là, il est dans une négation, mais j'ai même envie de vous dire que c'est une négation à la fois protectrice, structurelle. J'ai dit donc ça, c'est pas mon métier, il faut absolument qu'il y ait une aide qui soit apportée par la maison d'arrêt. Je suis retourné à la maison d'arrêt, j'ai vu le directeur. Là aussi, le directeur, il m'a dit, écoutez, maître, je suis très ennuyé, parce que bon, toujours les problèmes de budget, la liste, il est sur liste d'attente, elle est complète. J'ai dit, non, mais là, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'il a besoin d'être aidé et d'aller vers l'aveu. Et avec le juge d'instruction, le directeur de la maison d'arrêt, on a mis en place justement cette approche psychologique avec un psy qui a fait un travail remarquable et qui l'a amené jusqu'au procès où là, et je peux vous dire que c'était dur, parce que même au procès... c'est au forceps, si vous me permettez cette expression. Donc, mais il avait déjà fait le cheminement. C'est-à-dire que, oui, je suis malade, alors qu'il disait qu'il n'était pas malade. Oui, je suis malade. Oui, j'ai contaminé. 3, je m'excuse. Alors, la difficulté, ça, c'était le procès qui était déjà... C'était très fort pour que les victimes, elles entendent de cela. Déjà. Et ensuite, comme je l'ai dit, parce que c'était un moment très dur du procès d'assises, qu'est-ce qu'on va plaider ?
je vais plaider quoi? Cet homme, je veux dire, tu te dis, c'est pas possible. Mais c'était de dire, on en fait quoi? C'est quoi la solution pour cet homme? Parce que il n'est pas condamné à vie, il va sortir de prison. Il a été condamné à combien, justement? 9 années. 9 années. Et pour vous, c'était une... C'est une peine importante, mais je pense que c'était un bon compromis. Donc, il y avait des donc pour vous, l'objectif, c'était qu'il soit condamné, de faire en sorte que, à sa sortie de prison, il ne recommette plus Absolument. Ce genre Absolument. de... J'allais dire, le défi, c'était de trouver une solution, c'est-à-dire, on le condamne, très bien, il mérite d'être condamné, c'est acquis. Ses parents, qui étaient très présents, le père, vraiment un monsieur d'une gentillesse et qui voulait vraiment aider son fils. Pourtant, c'était une culture traditionnelle où on est très pudique, on ne parle pas de sexe, on parle très peu de sentiments, etc. C'était donc très difficile, hein, parce que là, on touche l'intime de l'intime. Et moi, j'avais dit, on le condamne, très bien. Ensuite, il faut l'accompagner. Parce que cet homme-là, lorsqu'il sort, il fait quoi? S'il n'est plus accompagné pendant 6 mois, il va dire c'est vrai, je suis coupable. Et puis au bout du 6e mois, moi, je suis plus coupable. Et puis, comme c'est un beau gosse, il rencontre une nana et il ne se protège plus. Donc j'ai dit l'enjeu, il n'est pas simplement dans l'enceinte judiciaire. Si vous résumez cette affaire à l'enceinte judiciaire, c'est-à-dire à ce ring où il va prendre des coups, eh ben vous vous trompez, c'est pas rendre à la justice. Donc il faut ces 9 ans et il faut ensuite qu'il soit accompagné nécessairement. Et vous voyez là le rôle de l'avocat, je suis pas dans une défense classique. Je suis dans une défense qui est autre. C'est-à-dire, quand on dit l'avocat, on le dit souvent, arrêtez de nous regarder, on est aussi auxiliaire de justice. Vous voyez? Donc, Jean-Christophe, le procès du père du petit Bastien s'est tenu en septembre 2015. Vous étiez dans quel état, dans quel état d'esprit avant de plaider? Dans un état d'esprit assez concentré sur le dossier, sur ce que je devais faire, éviter de faire. Parce que comme l'ont dit mes confrères, le procès d'assises, c'est, comme disait Badinter, c'est le périmètre du malheur. La salle de la cour d'assises, c'est le périmètre du malheur. On n'est pas là pour froisser qui que ce soit. Et on a toutes ces personnes en responsabilité. On n'a pas uniquement la personne que l'on défend. On a ces parties civiles en face de nous. On a ces jurés qu'on a sortis de leur quotidien pour venir juger des faits terribles. On a aussi cette responsabilité et je pense qu'on l'assume complètement quand on est concentré sur le dossier, quand on ne cherche pas des effets particuliers, mais qu'on cherche la vérité judiciaire, la peine la plus juste possible pour que chacun reparte relativement confiant en la justice de ce procès d'assises qui a été... On dort bien la veille? Ah non, non, on dort très mal. On dort très mal. On dort très mal la veille, on dort très mal le lendemain. Mais, en fait, pour nous, si vous voulez, c'est comme si vous demandez à quelqu'un qui va faire la première de son spectacle devant 50 000 personnes, si la veille, il s'endort comme un bébé. Et en plus, la différence, c'est que, 1, on n'écrit pas le scénario, et que 2, comme disait Fleuriot, la différence entre la cour d'assises et le théâtre, c'est qu'à la fin, il y en a un qui ne rentre pas nécessairement chez lui. Donc, si vous voulez, on a ce poids-là. Et si on s'en départit, c'est pour ça que c'est pas loin de la drogue. Parce qu'il y a à la fois une espèce de souffrance intense, et en même temps un besoin de le vivre. Donc c'est vraiment un mélange un peu schizophrénique, mais il y a de ça. Un besoin de le vivre parce qu'on a porté un dossier, parce qu'on est au moment crucial où une vérité judiciaire va être dite, quelle qu'elle soit. Hein. C'est les jurés qui ont la réponse. Et on est concentré. Alors effectivement, après on repart, on est dans nos voitures comme des couillons, hein, finalement. Et on replaide. On refait la plaidoirie, on refait le procès, et puis ça arrête à 1 heure de repos parce qu'il est 2 heures du matin et qu'on n'a pas envie de rentrer tout de suite, alors on prend un café, ça ne nous aide pas plus à dormir. Et donc voilà, mais ce sont des moments intenses et c'est ça qui fait aussi que ce métier est fascinant. Quand on est plongé dans une affaire de viol, comme ça, chaque jour, pendant 7 ans, qu'on a une famille, des enfants, ça doit être difficile de décrocher, d'en sortir, de se vider la tête,
Bon, on vit, vous le disiez tout à l'heure, enfin mon confrère le disait, en tant qu'avocat, enfin, quels que soient les dossiers, lorsqu'on ferme la porte de notre cabinet, les dossiers restent avec vous puisqu'ils sont dans votre tête. Avec Allègre, bien évidemment, c'était le cas. Alors, je crois qu'il faut faire attention. On en revient toujours au même point. Il faut savoir garder ses distances. Il faut savoir se protéger. Le métier, la robe, encore une fois, cette véritable armure nous protège. Il faut savoir se faire aider, être entouré. Mais quand on rentre chez soi, est-ce qu'on arrive à Alors, ne pas... quand Est-ce qu'on arrive à épargner son entourage? Non, pas toujours. De la lourdeur pas toujours. que vous avez dans la tête. Je vous rassure, j'ai pas toujours besoin du métier pour pas épargner mon entourage. Mais bon, c'est vrai que ce métier... C'est de le reconnaître. Oui. Moi. Ce métier... Ça doit être un travers des avocats. Ce métier n'aide pas parce qu'en fait, il vous fait parfois relativiser les événements du quotidien, etc. Il m'arrivait à l'époque lorsque, et ça arrive à tout un chacun bien évidemment, lorsque je pouvais avoir des échanges un peu fougueux avec ma femme, de lui répondre. Ça m'arrivait à quelques reprises, de lui dire mais je suis quand même pas, j'ai sûrement des défauts, mais je suis pas Patrice Allègre. Et là, elle me regardait, elle me disait oui, mais entre Patrice Allègre et quelqu'un de normal, il y a une grande marge. Donc je te demande juste de baisser un peu le ton. Donc tout ça pour vous dire que ça vous fait relativiser votre propre vie. Et c'est un peu, ça peut présenter plus sérieusement un petit danger parce que vous relativisez vos tout petits défauts deviennent tout à fait relatifs et au quotidien il faut savoir le gérer et surtout il faut que les autres l'acceptent. Enfin, il y a deux situations. Quand on est en situation d'assises, on est dans les assises. C'est-à-dire que moi, quand je suis aux assises, il se passe rien à côté. C'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, c'est pour ça que les dossiers, quand ils durent 4 semaines, 8 semaines, c'est épuisant psychologiquement. C'est pas physiquement, c'est psychologiquement, vous êtes détruit. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de vie privée? Non. À ce moment-là, non. Ah, vous n'avez pas de vie privée, alors? Non, parce que vous êtes... Ou alors la personne, elle dit, mais c'est un dingue, tu es gentil, mais je te... c'est quand la fin du procès, on se revoit après, parce que là, c'est pas possible. Dans ces cas-là, c'est une sainte. C'est pas possible. Alors, comment vous faites? Vous avez une vie privée entre deux procès? Il y a des parenthèses. Je ne dis pas si elles sont enchantées ou non, mais voilà, il y a des parenthèses. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est des petites missions, quoi. Voilà, on part dans... Des CDD. C'est des CDD, voilà. C'est des CDD. Mais des fois qui sont prolongés. Hein. Ah bon, d'accord. Ouais. Et alors là, vous travaillez sur quel dossier? C'est pour savoir si vous êtes en CDD ou... Alors là, je suis sur un dossier très dur parce que je défends un des journalistes qui a été enlevé, séquestré en Syrie par l'État islamique. Et donc c'est un dossier très dur parce qu'ils ont été, pendant 11 mois, ils ont été torturés. Donc c'est horrible pour les journalistes qui ont vécu ça. Voilà. Et ils sont restés très pudiques. Et là, l'affaire démarre. Donc on sait quels sont des geôliers, parce qu'en plus, il y avait des geôliers français. Ah. Donc c'est un dossier très dur et avec En tout cas, moi, je défends un jeune homme qui, je suis admiratif par rapport à ce qu'il dégage. C'est-à-dire comme sérénité, comme maturité après ce qu'il a vécu et ce qu'il a enduré avec les autres. On sent quand même à quel point ces affaires vous habitent. Vous nous parliez de votre vie privée, des disputes avec votre femme, du fait que vous citiez Patrice Allègre comme ça en vous comparant à lui. Votre mariage n'a pas tenu. C'est en partie à cause de ça, de cette implication dans votre métier? En partie simplement. Hein. Ouais. Je veux dire, on va pas reprocher en plus mon divorce à Patrice Allègre. Faut pas non plus exagérer. Non, ça aide pas. Ça aide pas. C'est vrai que vous le disiez, bon, pendant les assises, on n'existe plus, on devient insupportable. C'est vrai qu'à un moment on a envie de dire bon, on va se séparer durant le temps des assises. Et puis, je vais même plus loin, quand vous avez des affaires lourdes, etc. On devient parfois, il faut le dire, parfois invivable. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de
divorces partout, mais il y a beaucoup de divorces chez les avocats. C'est vrai. Notamment pénalistes. Est-ce qu'il y a une moyenne de divorce plus élevée je sais pas J'ai pas les statistiques, alors là, je peux pas vous mais dire. ça m'étonnerait pas. Franchement, ça m'étonnerait 2 pas. sur 3. C'est vrai qu'on nous avons des vies particulières, des vies faites de stress, faites d'intensité au niveau justement des procès. Et le quotidien, parfois, peut vous paraître fade. Et lorsque le quotidien vous paraît fade, vous vous ennuyez. Lorsque vous vous ennuyez, vous avez envie de partir. Et si c'est pas le cas, vous pouvez tomber dans l'énervement facilement parce que vous êtes facilement irritable, parce qu'il y a des tensions qui sont importantes. Je résume, hein, je schématise, mais c'est un peu ma façon de voir. Après, si Alors, votre compagne vous connaît... Bah oui, moi je suis marié depuis un peu. Vous êtes marié, vous avez combien d'enfants, vous? En fait, il faut tomber sur une femme qui est suffisamment, j'allais dire, de connaissance de vous pour savoir. Oui. Moi, ma femme, quand je rentre, parfois, je dis pas un mot, et au bout de 10 minutes, elle me regarde, elle me fait « Tu plaides, là ?» Je dis « Ben oui. » Je plaide. Je plaide. Elle sait que j'ai besoin d'atterrir. Il y a un temps où il faut atterrir. Et une fois que j'ai atterri et qu'elle a vu que j'avais atterri, que j'étais dans la réalité, alors à ce moment-là, elle se met à me parler. Ça se passe bien. Alors Pierre, il y a une de vos filles qui a manifestement bien compris votre vocation. Aujourd'hui, elle marche dans vos pas, sur vos traces, et elle a eu envie de vous adresser ce petit message. Salut papa, si aujourd'hui je te fais cette petite vidéo, c'est pour parler de ton métier, le métier d'avocat. À mes yeux, ce métier est tout d'abord difficile, car il faut défendre des gens qui ont fait des actes souvent répréhensibles, mais c'est aussi un métier qui est beau, notamment sur le plan humain. Aujourd'hui, je suis actuellement en licence de droit, et c'est grâce à toi, car tu m'as transmis ta passion et je baigne dans ce milieu depuis mon enfance. J'aimerais un jour avoir les qualités que tu as pu avoir à l'époque pour défendre un homme comme Patrice Allègre. Et je suis fière de ton parcours et j'aimerais pouvoir un jour, à mon tour, pouvoir faire la même chose que toi. Ça vous touche de voir qu'elle se destine au même métier que vous? Ça m'émeut beaucoup et d'ailleurs, elle est présente aujourd'hui dans le public. Ah, mais c'est elle que je vois alors, parce que je ne l'ai pas reconnue, mais je me disais... Elle est présente dans le public, je tenais à ce qu'elle m'accompagne, elle tenait à m'accompagner, je suis très fier d'elle, très fier des études qu'elle fait et très fier qu'elle anticipe de pouvoir éventuellement exercer ce métier. Lorsqu'elle parle d'humanité, elle savait très bien qu'elle allait me toucher, donc bien évidemment je suis très ému. Vous avez des conseils à lui donner? Des conseils, moi je crois que pour être un pénaliste, il n'y a pas de conseils à donner. Pour être un pénaliste, pour aimer le pénal, pour plaider devant des cours d'assises, il faut être terriblement humain, il faut avoir vécu. Il faut avoir un peu souffert aussi. Oui. Hein, moi, j'en suis convaincu. Il faut, lorsque j'entends Maître Garbarini ou lorsque je vous entends, je vois, comme on dit, il y a de la patine, il y a de l'humain. Et l'humain, ça ne s'apprend pas dans les livres. On n'a pas parlé de vos souffrances. Vous avez souffert tous les trois? Vous avez eu des enfances difficiles? Moi, j'ai eu une enfance, alors, pas extrêmement difficile, mais je sais ce que c'est que la vie. Et je sais ce que c'est, je le dis souvent, c'est une expression, je sais ce que c'est que de jouer au flipper. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis pas contenté de côtoyer des livres ou de côtoyer un certain milieu. J'ai aussi été, durant ma jeunesse... Sur le terrain, vous voulez dire? Non, mais j'ai aussi... C'est une image, le flipper, mais j'ai été aussi, durant ma jeunesse, voir ce qui se passait en dehors de la faculté de droit. Enfin, je crois que pour être pénaliste, j'imagine que ce n'est pas un conseil que vous donnez à votre fille. Si, de jouer au flipper, pourquoi pas. Et vous, Pascal? J'ai eu une enfance un peu dure parce que je n'ai pas connu mon père. Voilà. Ah. Donc, c'est une grande constante chez les pénalistes. C'est toujours dur. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà. Vous, non, ça va? Ah non, j'ai eu une enfance très heureuse. Non, mais effectivement, il faut avoir vécu. Oui. C'est pour ça, quand je commence le métier à 37 ans, voilà, j'ai un passé, j'ai une histoire, j'ai la chance d'avoir rencontré mon épouse, d'avoir des enfants, d'avoir un équilibre, et ça aide aussi à se construire dans ce métier. Il y a toujours quelque chose d'autobiographique, et quand vous plaidez la peine, c'est souvent une peine que vous avez eue, qui remonte comme ça, et qui sort, et puis voilà, et puis vous le criez. Voilà, et quand vous plaidez l'injustice, c'est pareil.
Ça sort. Hélas, vos plaidoiries sont limitées dans le temps aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir partagé votre expérience d'avocat avec nous sur ce plateau. Merci à Marc Gégère et à Frédéric. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. Merci beaucoup. Cet après-midi, ce sont des familles hors normes qui seront à l'honneur dans l'histoire continue. Nous retrouverons les triplés de Vincent et Aurélie qui ont bien grandi. Ils sont susceptibles désormais d'aller à l'étage, de monter sur une chaise. Et encore, ils en inventent beaucoup plus que ça. Et nous découvrirons la grande tribu de l'une de nos téléspectatrices, Annie. La chambre où dort Florine, Méline et Émilie. Ici, c'est la chambre de Timéo et de Lévi. J'aime pas quand tu montes avec les chaussures sur le lit. Donc tu descends. 7 enfants d'un côté, 4, dont des triplés de l'autre. Ça va déménager dans l'histoire continue. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un petit 8e? Je m'appelle Victor, j'ai 63 ans. À 25 ans, je suis entré pour la première fois dans un casino. Pendant près de 40 ans, j'étais accro au jeu. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. Le casino, pour moi, c'était ma maîtresse. Et ma femme passait en second. Combien de mariages? 3 mariages. Elles en ont souffert. Quand il rentrait, il mettait de l'argent sur la table de nuit. C'est un moment, un jour, qu'il m'a annoncé qu'il m'avait vidé le compte en banque. J'ai jamais su m'arrêter. Perdu beaucoup d'argent, j'ai mis ma famille en péril. C'est une spirale infernale. Leur addiction est devenue incontrôlable. J'attendais l'ouverture du casino, entre 10h et 10h30, et je partais à la fermeture. La perte, ils s'en foutent de la perte. Qui perdent de l'argent, ils continuent. Et dans le cerveau, tout s'allume, c'est un feu d'artifice de dopamine. Hein. Quand il est au casino, c'est plus le Robert que vous voyez là. Il se transforme. Stressé, agressif, anxieux, il avait envie de vomir, il allait dans les toilettes, je vais mourir. C'était un démon. Aujourd'hui, il tente de trouver un nouvel équilibre. Aujourd'hui, je ne joue plus. Je me suis raisonné moi-même. Je me suis dit, c'est complètement fou. Je vivais dans un monde complètement irréel. J'étais inquiète quand même. Mais comme il ne fréquentait plus les casinos, à ce moment-là, j'ai compris que c'était derrière lui. Je me suis interdit en Belgique. Mais dans les 10 ans que je ne pouvais plus aller en Belgique, j'ai été jouer en France, j'étais en Hollande. La meilleure façon de gagner au casino, c'est de s'arrêter 1 kilomètre avant l'entrée.